Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres de votre édition. La capitale est sous la pluie. Les prévisions météo se confirment. Les détails dans un instant. Dans l'actualité internationale, des camions chargés d'aide humanitaire ont commencé à entrer à Gaza ce samedi par le poste frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Nous sommes le samedi 21 octobre 2023. Merci de nous accueillir chez vous. Une pluie fine persistante a fait son entrée à la capitale dès l'aube. Ces précipitations avaient été prédites avec justesse par les météorologues nationaux et régionaux pour la période allant d'octobre à décembre, débutant précisément le 19 octobre. Tôt ce matin, le ciel s'est conformé à leurs prédictions, laissant derrière elles des flaques d'eau dans la ville. Depuis les premières heures de la journée, ces averses ont touché la capitale ainsi que quelques zones isolées des régions. Dans la capitale, les flaques d'eau se sont formées dans divers quartiers, notamment dans les quartiers populaires. Les organismes chargés de la gestion urbaine sont actuellement mobilisés pour éliminer ces accumulations d'eau provenant de la pluie matinale. Et bien que le ciel donne l'impression de se dégager graduellement, il ne serait guère surprenant si ces précipitations décidaient de prolonger leur séjour dans les jours à venir. Dans une tournure des événements tout à fait différente, une dépression s'est métamorphosée en une violente tempête cyclonique baptisée, qui sévit impitoyablement dans le sud-ouest de la mer de Oman. Les vents tourbillonnants soufflent à une vitesse oscillant entre 105 et 115 km par heure avec des rafales atteignant jusqu'à 125 km par heure. Les conditions environnementales et océaniques semblent encourager ce monstre météorologique dans son expansion. L'observation, l'analyse, l'étude et la prévision du temps, du climat en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est la mission de l'Agence nationale de la météorologie. Et j'ai comme invité sur ce plateau Hamad Iwad Ali, ingénieur en météorologie à l'Agence nationale de la météorologie. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et on fait le point avec vous sur les récentes conditions météorologiques et leur influence sur notre environnement. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Aujourd'hui, comme la dernière fois, le jeudi 19, il y a eu une petite versée de la pluie. Aujourd'hui aussi, dans la matinée, ces précipitations dues de la saison OND dans la République de Djibouti. Comme on connaît, au mois d'octobre, novembre, décembre, on appelle Dada, Dada souvent. Et par rapport à l'année d'avant, ça va être un peu intense et ça va être différent par rapport à l'année antécédente. Et concernant les cyclones, la zone de dépression s'est intensifiée de plus en plus par rapport à ce matin. Hier, c'était de 65 à 75 avec rafale, mais aujourd'hui, ça continue jusqu'à 125 km par heure. Ce qui montre que la zone de dépression a eu une intensification et c'est passé de cyclones violents. Et on le nomme Tej dans l'océan, surtout à côté de la mer Socrate aujourd'hui. Mais nous croyons que dans 24 heures, il y aura la question sur le Yémen et Oman aussi. Et quel message voulez-vous transmettre pour être prudent? Oui, merci. Concernant le message que je vais transmettre ici, c'est que sur Djibouti, les cyclones est déjà passé et qu'il n'y aura pas trop d'impact. Sauf que les moments de 24, il peut y avoir des neiges avec les précipitations. Et surtout, ce que j'ai aussi averti que les pêcheurs doivent être vigilants sur la côte Yémen jusqu'à Somalie, jusqu'à Oman, parce que les profondeurs c'est intense et les rafales aussi c'est un peu, ça continue à s'amplifier de plus en plus. Merci pour vos éclairages. Vous êtes, Monsieur Hamad Iwad, on le rappelle, vous êtes ingénieur en météorologie. Merci. Voilà donc, afin de sécuriser la population en cas des phénomènes météorologiques extrêmes, l'Agence nationale de la météorologie vous transmettra les prévisions météorologiques fiables à l'intention des différents usagers et le grand public sur notre chaîne. Il est donc impératif de rester aux aguets pour être préparé en cas de conditions météorologiques potentiellement dangereuses.
Dans le reste de l'actualité, cette réunion qui a eu lieu jeudi, réunissant le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le PDG de la compagnie Sisi ICC, chaîne Sigon. Cette rencontre a été l'occasion de chaleureux échanges entre les deux parties, centrés sur le renforcement de la collaboration dans le domaine des infrastructures à Djibouti, dans une atmosphère de cordialité et d'amitié. Chen Xichong, portant la parole de la compagnie chinoise, a exprimé sa satisfaction quant à la visite du ministre et de sa délégation. Il a profité de cette opportunité pour dresser un portrait de la société et mettre en avant ses réalisations sur le sol djiboutien. Il a également souligné l'importance du 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route et l'engagement actif de la compagnie chinoise à maximiser les avantages de l'ensemble de la chaîne industrielle tout en respectant le principe de partage des affaires, construction commune et partenariat. En réponse à ces propos, le ministre de l'économie et des finances a rappelé que ces dernières années, la compagnie avait mené à bien des projets d'infrastructure majeurs et de grande qualité dans le chemin de fer et le port de Doralé qui ont eu un impact positif sur l'amélioration de la connectivité entre les pays et les régions. Le gouvernement de Djibouti a été prompt à saluer ces réalisations majeures. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Soubané a récemment participé à une assemblée générale du RIAD, le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, à Accra, au Ghana. L'Assemblée générale a abordé des questions telles que la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025, les objectifs de développement durable et la migration. L'Assemblée a également discuté des implications des institutions nationales des droits de l'homme dans l'économie bleue et a suggéré la création d'un groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme. Et enfin, une motion de soutien au peuple palestinien a été intégrée à la déclaration finale. La délégation a également participé à la 14e conférence biennale du RINAD, où des discussions passionnantes sur les entreprises, les droits de l'homme et d'autres sujets ont eu lieu. Au Djibouti Palace Kepensky, un scénario de simulation d'incendie a récemment été mis en scène, prenant pour point de départ le premier étage, plus précisément la salle de formation de l'hôtel. Dans une mise en scène authentique, le personnel de l'hôtel Kepensky n'avait pas été prévenu de cette simulation. Sans délai, les employés formés par les sapeurs-pompiers se sont précipités vers la zone sinistrée pour une première reconnaissance et ont ensuite procédé à l'évacuation du personnel en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers de Djibouti. À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont pris le relais en évacuant les victimes piégées à l'étage, utilisant une échelle pivotante automatique et en maîtrisant l'incendie. La planification d'une telle simulation est essentielle pour renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers et évaluer leur coordination dans des situations d'urgence réelles. Cette opération a nécessité le déploiement de ressources matérielles significatives, dont un fourgon-pompe, un camion-citerne incendie de grande capacité, une échelle pivotante automatique et 2 ambulances. Écoutons un extrait de l'intervention de l'adjoint directeur commandant des opérations de secours à la protection civile, le colonel Abdelkader Abaïzid Moussa, pour plus de précisions. Pour un feu des bureaux de formation à l'intérieur de l'hôtel Kambisky. Le premier COS qui est arrivé sur le lieu, après avoir fait la reconnaissance, il a pris contact, les responsables des chefs de sécurité d'ici, il a pris les passations, il a évacué, il y avait 2 victimes qui étaient coincées, ils ont évacué les 2 victimes, ils ont mis hors de danger, c'était urgence absolue. Et il a demandé le renfort d'échelle et aussi il a demandé la présence des chefs de groupe. Les responsables, son chef, il est arrivé, ils ont fait la reconnaissance. Et surtout, l'équipe de sécurité de Kambisky, ils ont fait sortir tous les gens à l'intérieur de l'hôtel. Ils ont mis les gens au point de rassemblement. Surtout aussi, je veux remercier l'ensemble des personnels de l'hôtel à Kambisky et l'ensemble de la protection civile qui ont fait un travail formidable.
L'ambassadeur de Turquie, Cenk Uras, s'est rendu dans la ville de l'Unité pour une visite de travail. À son arrivée, l'ambassadeur a été accueilli par le préfet de Dikil, Hassan Abdirable, qui a partagé des salutations sincères avec le diplomate turc. Par la suite, l'ambassadeur a été reçu par le président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein Ahmed. Cette visite revêt une grande importance, à la fois en tant que démarche diplomatique de travail, mais également en tant qu'une opportunité capitale pour établir des relations cordiales entre l'ambassadeur et les dignitaires locaux de Dikil. De plus, l'ambassadeur, accompagné du préfet de Dikil et du président du conseil régional, a eu l'occasion de découvrir le jardin agricole de M. Jamar Guedji. Cette visite a permis de pleinement appréhender le potentiel agricole remarquable de la région, ainsi que les possibilités de coopération dans ce secteur vital. L'ambassadeur a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a souligné la nécessité cruciale de renforcer les liens fraternels entre l'ambassade de Turquie et la région de Dikil. Également dans l'actualité, l'école de Belbelasset a brillamment inauguré la Semaine internationale de la jeune fille, placée sous le thème Notre leadership, notre bien-être. Cet événement célèbre la jeunesse féminine à travers le monde, mettant en lumière ses droits et son potentiel, tout en soulignant l'importance vitale de l'éducation des filles. Les élèves de l'école de Belbelasset ont ébloui l'auditoire en présentant des sketchs et des poèmes dédiés à l'éducation des jeunes filles. Leurs performances ont suscité l'inspiration et l'émotion, rappelant à tous l'impératif d'assurer un accès équitable à l'éducation pour toutes les jeunes filles. Cet événement a été rendu possible grâce à l'engagement de précieux partenaires tels que l'AFD, l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale. Leur mobilisation témoigne d'un engagement ferme envers l'autonomisation des jeunes filles et de leur reconnaissance en tant que piliers de la société. Les jeunes filles méritent d'être encouragées à poursuivre leurs rêves, à développer leurs compétences et à renforcer leur confiance en elles. Écoutez la directrice de l'enseignement public, Mme Loula Elabé. Plus équilibré et plus prospère quand on implique les filles, parce que les filles représentent la moitié des habitants de cette terre. Il n'y a pas de rêve trop grand ou de limites trop hautes pour vous. Votre voix compte, je parle aux filles, et vous avez le pouvoir de changer ce monde. N'ayez pas peur de prendre des risques, de dépasser les attentes et de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Aujourd'hui, nous nous engageons, le ministère de l'Éducation nationale, nos partenaires financiers et techniques, à scolariser toutes les filles de notre pays. Et voici à présent un extrait de l'intervention de la directrice de l'école de Belbelasset, Mme Fatouma Mohamed. Je suis fière d'accueillir cette cérémonie-là. J'ajoute à cela que la scolarisation des filles est une place importante dans les objectifs de notre ministère de l'Éducation. Et cet objectif-là est atteint parce que la parité est atteinte. Dans les écoles, les effectifs sont à part égaux, même si on ne voit pas parfois un effectif filles beaucoup plus important que les effectifs des garçons dans les établissements. Alors on peut dire que cet objectif-là est atteint. Bravo au ministère de l'Éducation nationale djiboutien. Bravo à tous les parents qui se sont ligués ou qui se sont donnés pour mission de scolariser leurs filles et nous les encourageons à continuer sur cette voie. Je vous remercie. Et le Centre de formation pour l'éducation et l'emploi des jeunes a récemment orchestré une formation intensive de 2 jours visant à familiariser les conseillers pédagogiques avec la plateforme Insert Jeunes. Cette initiative s'avère cruciale pour l'extension de l'influence de la plateforme Insert Jeunes Djibouti, ouvrant des horizons prometteurs pour l'emploi des jeunes diplômés sur le sol national. Insert Jeunes a été conçu sur mesure pour fournir un appui essentiel aux jeunes diplômés dans leur transition vers le monde du travail. Elle met à leur disposition un éventail de ressources et d'informations pertinentes, facilitant ainsi leur insertion professionnelle en les guidant vers des opportunités en harmonie avec leurs compétences et aspirations. Parmi les nombreux atouts de cette plateforme, les jeunes diplômés auront accès à une palette variée de services et de fonctionnalités
simplifiant leur recherche d'emploi. Inserjeune encourage également la collaboration entre les acteurs de l'éducation et les employeurs, favorisant ainsi une meilleure correspondance entre l'offre et la demande sur le marché du travail. Son objectif ultime est d'accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel en identifiant des carrières en adéquation avec leurs ambitions, compétences et intérêts. Lors de cette formation, le ministre de l'Éducation nationale a souligné le rôle crucial de la plateforme Inserjeune dans le comblement des lacunes en matière d'orientation scolaire et professionnelle. Et notre équipe a recueilli quelques réactions des enseignants. Voici celle de M. Mustafa Ibrahim, professeur en informatique. La dernière journée de clôture de la présentation et de la formation qui est hébergée au sein de l'ANSSI et qui permet aux établissements d'enrôler leurs diplômés sortants pour permettre une insertion professionnelle dans le milieu et permettre aux sociétés aussi, parce que l'application permet d'enrôler les diplômés et de permettre aussi aux entreprises, aux sociétés privées de pouvoir s'enregistrer dans l'application, ainsi de mettre leur offre d'emploi sur l'application et que les établissements suivent au cours de ce processus, de voir comment les étudiants, leur parcours d'insertion sont effectués au niveau de l'application. Je remercie l'OIF et l'IFF pour cette initiative et pour cette plateforme qui est dorénavant hébergée chez nous à Djibouti. Et cette application sera bien évidemment suivie et essentiellement l'application doit vivre, c'est-à-dire que tout le monde, tous les diplômés doivent s'enregistrer et toutes les entreprises aussi doivent s'enregistrer et nous demandons que cette étape soit bien suivie par l'ensemble des acteurs, différents acteurs. Et cette cérémonie de signature d'un accord de partenariat qui a eu lieu au Bénin entre l'Association nationale des communes du Bénin et l'ANCB, l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Ce partenariat marque le début d'une nouvelle ère de collaboration entre les collectivités locales du Bénin et de Djibouti. L'accord vise à promouvoir le partage d'expériences entre les deux entités qui œuvrent pour le renforcement des collectivités locales dans leurs pays respectifs. Les deux hommes se sont engagés à collaborer étroitement pour dynamiser donc les fêtières des communes du Bénin et de Djibouti, en mettant en commun leurs expertises et bonnes pratiques. Écoutez le président de l'ANCLD qui a indiqué que ce partenariat promet de renforcer les liens entre les communes des deux pays. Dans nos relations. Je tiens à mon tour remercier le président de l'ANCLB et le président de l'ANCLD qui, grâce à leurs relations, ont permis à cette signature. Et je crois que notre collaboration va se poursuivre et ça va se fructifier. Et j'attends beaucoup de l'AIMF pour nous soutenir et nous apporter dans la réalisation de nos projets communs pour les deux régions. C'était donc le président du conseil régional d'Ali Sébié. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, a eu lieu jeudi un atelier visant à assurer la sécurité alimentaire dans le milieu rural de notre pays, en vue de garantir la sécurité alimentaire dans le milieu rural et d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens des régions de l'intérieur de notre pays. Le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec le bureau local de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a mis en place un projet permettant de renforcer le développement durable du secteur de l'agriculture. Les travaux de cet atelier de 2 jours visent à aider les communautés pastorales et agropastorales les plus vulnérables à faire face à la sécheresse. Financé par le gouvernement japonais, ce projet permettra de fournir de l'aliment de bétail et des transferts monétaires à ces populations lourdement impactées par la sécheresse récurrente qui sévit notre pays depuis ces dernières années. Je vous le disais en titre, des camions chargés d'aide humanitaire ont commencé à entrer à Gaza ce samedi par le poste frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Ce convoi d'aide comprend 20 camions chargés de médicaments, de fournitures médicales et d'une quantité limitée de nourriture qui seront distribués par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies a souligné que ce convoi ne devrait pas être le dernier et a appelé à la nécessité de fournir des approvisionnements de base en nourriture, eau, médicaments et carburant à la population de Gaza de manière durable, sûre et sans entrave. L'attention internationale se concentre sur l'acheminement de l'aide à Gaza par le seul point d'entrée non contrôlé par Israël, le passage de Rafah, qui est resté hors service depuis le début du déluge d'Al-Aqsa et l'agression israélienne sur Gaza il y a 2 semaines. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une agréable soirée.